Aux États-Unis, tension extrême à moins de 2 mois de la présidentielle. Qui de Donald Trump ou de Kamala Harris l'emportera? Réponse le 5 novembre, mais une chose est sûre, le pays est de plus en plus fracturé. La campagne s'exerce dans un climat très tendu. Comment la première puissance mondiale en est-elle arrivée là? Assiste-nous à la fin du rêve américain. Avec nous pour en parler, Amy Green, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de la politique des États-Unis, enseignante à Sciences Po Paris. Vous êtes franco-américaine et votre nouveau livre consacré aux États-Unis a pour titre l'Amérique face à ses fractures. Que reste-t-il du rêve américain? C'est aux éditions Talendier. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'actualité et cette tentative d'assassinat présumé, comme disent les services de sécurité américains, qui survient après la tentative d'assassinat du 13 juillet contre Donald Trump. Il avait été, on s'en souvient, blessé à l'oreille. Quelle lecture faites-vous de ces événements? Cet événement est l'aboutissement d'un processus de violence en politique aux États-Unis depuis maintenant quelques années. Il y a un pic de violence politique depuis notamment 2017, un petit peu dès 2016 avec l'entrée en campagne de Donald Trump, mais surtout à partir de 2017. Et donc finalement, il y a une forme d'acceptation de la violence en politique, que ce soit des propos que les Américains considèrent de plus en plus possible envers l'adversaire, jusqu'aux actes de harcèlement, menaces de mort contre des élus de toute échelle. Et puis on voit l'aboutissement ultime, c'est la tentative, voire 2 tentatives d'assassinat contre un candidat à la présidence. Et donc finalement, le discours politique qui durcit, qui devient de plus en plus violent, rend d'une certaine manière possible, et pas forcément banal, mais en tout cas possible sur la scène politique. Et finalement, on finit avec des actes pareils. Ironie du sort, Donald Trump, qui est pour le port d'armes, se retrouve lui-même victime de cette folie des armes à feu aux États-Unis. Oui, absolument. Il est tout à fait pour le port d'armes, avec les positionne sur des lois plutôt laxistes, justement, donc qui permettent aux Américains de porter des armes sans forcément les mêmes propositions de contrôle que portent les partis démocrates. Même si là, l'homme en question a été inculpé pour port d'armes illégal, parce que ça dépend des États, en fait. Oui, absolument. Ça varie en fonction de l'État fédéral. Et en général, on voit les lois plus rigoureuses chez les démocrates et les lois laxistes chez les républicains, globalement. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, en tout cas frappant dans cette situation aussi, c'est que Donald Trump participe à la violence du discours politique et il reçoit aussi cette même violence. Donc la question, ça va de savoir où allons-nous maintenant? Mais on avait d'ores et déjà vu que la posture de Donald Trump n'était pas d'appeler à l'apaisement, c'était au contraire de renforcer ce sentiment d'être victime d'une forme d'acharnement des démocrates. Alors on va parler bien entendu de ces fractures maintenant qui divisent profondément ces deux Amériques qui se font face et qui ne se parlent plus, qui ne se regardent plus. Mais j'aimerais rester quand même sur cette tentative d'attentat et cette tentative d'attentat présumée. Le profil des deux hommes, un jeune blanc, un senior blanc. On pourrait penser que la fracture, elle existe au niveau ethnique. Là, il n'en est rien. Il y a vraiment une fracture politique. Oui, absolument, avec le sentiment que le passage à l'acte devienne dans les champs des possibles. En effet, on ne connaît pas très bien les motivations de la personne qui a tiré parce qu'il a été abattu par des services secrets sur le champ. Mais cette fois-ci, ce qui est assez atypique, c'est qu'ils avaient inculpé la personne, le suspect. Et donc, ils ont tout à fait le temps de diligenter l'enquête, de l'écouter, de fouiller dans ses affaires, de sonder son entourage, en tout cas d'interroger son entourage pour savoir quelle est la motivation. Selon certaines infos, on commence à comprendre qu'il a été un ancien soutien de Donald Trump. La question peut se poser de pourquoi il a changé aussi radicalement de posture, mais en tout cas, cette fois-ci, on aura une personne qui peut répondre aux accusations que le gouvernement va lui porter. Vous avez regardé attentivement le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Est-ce qu'on a vu ces deux Amériques qui se font face? On a vu deux lectures de l'Amérique qui faisaient face, qui ont fait face l'une à l'autre, avec vraiment deux propositions extrêmement différentes. C'était évident pour tous ceux et celles qui ont regardé. Mais en tout cas, la proposition, c'était avancée par Donald Trump, c'était d'acter d'une certaine manière l'insatisfaction de l'opinion publique avec la présidence Biden, qui reste un président très impopulaire pour l'instant.
et de proposer une série de politiques et d'idées qui voulaient restaurer cette grandeur de l'Amérique. Après, Kamala Harris, elle incarne tout à fait autre chose. Puisqu'elle est aussi impliquée par le bilan de cette présidence impopulaire, elle doit se distinguer différemment. Et donc, elle propose la rupture générationnelle. Donc, finalement, elle dit, on avait essayé toutes ces options. Maintenant, je suis la seule personne dans cette course qui peut véritablement nous amener vers quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors, les fractures, ce sont aussi, bien entendu, les maux de la société, la drogue avec le fentanyl, la question des armes, l'alimentation, le système de santé. Vous explorez tous ces sujets. La question de l'avortement aussi divise profondément les États-Unis, au point que des femmes aujourd'hui se retrouvent menacées dans leur santé. Alors, ce qui est fascinant avec la question de l'avortement, c'est que ce n'est pas si clivant que ça. Il y avait la décision de la Cour suprême en 2022 d'enlever la protection constitutionnelle de ce droit-là, en revoyant la responsabilité dans chaque État fédéral. Et donc finalement, chaque État, en fonction de sa coloration politique, peut légiférer pour interdire ou restreindre ce droit, et d'autres peuvent donner un accès tout à fait légal et normal à l'avortement. En fait, finalement, c'est un sujet qui fait l'objet pas de consensus total, pas de l'unanimité, mais d'un fort soutien de la part de l'opinion publique. Ce qui fait que aujourd'hui, en 2024, là, à quelques semaines de l'élection, Donald Trump a une vraie difficulté avec les femmes, parce que les femmes, qu'elles soient républicaines ou démocrates, disent de plus en plus que c'est le sujet qui les préoccupe pendant l'élection. Et elles sont prêtes à voter même pour Kamala Harris, parce que la posture du Parti républicain est inaudible pour elles. Alors, on va revenir sur un des éléments quand même ces dernières années qui a bouleversé la politique américaine, c'est l'assaut du Capitole. Notre partenaire France 2 a retrouvé l'une des figures du mouvement qui avait envahi l'un des centres du pouvoir américain à Washington. C'était en janvier 2021. Ça fera bientôt 4 ans. Je vous propose de regarder et d'écouter ce que dit cet homme et on vous fait réagir juste après. Dans ces collines de l'Arizona, il nous a donné rendez-vous pour une cérémonie. Il affirme pratiquer le chamanisme depuis plus de 10 ans. Adepte de méditation, il ne s'est pourtant pas fait connaître pour sa sérénité. Ma tête s'est retrouvée à la une de tous les journaux dans le monde entier. J'ai été recherché par le FBI, par la justice, et peu après j'ai été arrêté. Le 6 janvier 2021, Jacob Chansley est devenu le chaman le plus célèbre au monde. Le visage d'une insurrection. Membre de la mouvance complotiste QAnon, il fut l'un des premiers émeutiers à pénétrer à l'intérieur du Capitole à Washington. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, il a été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir tenté d'empêcher le processus électoral. Selon lui, ce 6 janvier n'était qu'une manifestation de soutien au président Trump, une façon de dénoncer une élection truquée. Regardez les chiffres. Trump était en train de gagner et Biden de perdre. Puis tout d'un coup, au milieu de la nuit, il y a un pic et Biden se retrouve en tête. Comment c'est possible ? Cela se produit dans les dictatures communistes. Dictature communiste, c'est un mot qui revient dans la bouche de Donald Trump, mais pas seulement, on le voit donc, y compris de ses partisans. Que vous inspire cette séquence de l'assaut du Capitole? En quoi, selon vous, est-elle aujourd'hui quelque part aussi témoin d'une Amérique qui vacille? Alors, c'est un moment parmi les plus sombres aux États-Unis. C'est inédit, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est un incident qui parle à la fois de la manipulation et l'instrumentalisation politique commis par Donald Trump envers ses supporters, en propagant justement ce mensonge qui était de dire que Joe Biden avait perdu l'élection, jusqu'à effectivement aller amener, et j'en parle assez longuement dans le livre d'ailleurs, amener un JB pour appeler à la pendaison du vice-président des États-Unis pour ne pas retourner justement les résultats du vote. Je pense que c'est une séquence particulièrement grave. Remettre en question les institutions légitimes à ce point-là, remettre en question la tenue légitime
légitime et libre des élections, c'est effectivement quelque chose de très dangereux. Ça parle aussi d'un climat de vérité qui s'effrite, avec en effet des groupes de personnes qui ne croient plus en une vérité partagée par tout le monde. C'est quelque chose qui est assez caractéristique de ce moment dans la politique aux États-Unis, et ça participe en effet à cette notion d'avoir deux blocs qui ne peuvent pas s'entendre. Il y a des espaces effectivement qui existent pour montrer aux Américains qu'ils se ressemblent beaucoup plus qu'ils ne le pensent, mais en tout cas il y a une forme d'instrumentalisation qui encourage ce type de Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a la radicalité politique et le fait qu'en fait celui qui n'est pas d'accord devient un ennemi en fait et non pas un adversaire politique. C'est exactement ça. L'opinion publique lors des sondages a beaucoup plus tendance en effet à dire que son adversaire est devenu un ennemi. Les parents des enfants ne souhaitent pas que leurs enfants se marient avec quelqu'un de l'autre parti politique. Politique, c'est devenu un véritable sujet tabou dans les différents cercles aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça parle justement de cette Amérique qui considère qu'il n'y a pas de terrain d'entente avec ceux qui ne pensent pas comme... Une Amérique pourtant en croissance, qui va pas si mal qu'on le dit. C'est encore la peur du déclassement, d'une certaine Amérique profonde par rapport aux grandes villes, dit-on plus éduquées. Est-ce qu'on est encore dans cette analyse, si je puis dire? Je pense que c'est plus nuancé que ça, parce qu'il y a des souffrances qui impactent les Américains, quel que soit leur train de vie, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit la région. Je pense aux inégalités socio-économiques. Typiquement, il n'y a que des classes CSP+, comme on dit en France. Avec les homeless, les sans domicile fixe. Absolument. Notamment, qui... Oui, donc des classes des CSP+, qui en bénéficient d'une véritable croissance salariale sur des années, mais les classes populaires, les classes moyennes ne vivent pas ça. Et donc il y a une forme de tension qui touche à tous les Américains. Mais finalement, je pense que le blanc versus minorité, c'est un prisme d'analyse qui a de la légitimité, mais ce n'est pas le seul. Alors j'aimerais vous montrer un homme et une femme. On va les voir à l'image et vous allez me dire si, selon vous, ils sont emblématiques au fond de cette fracture des États-Unis. Elon Musk et Taylor Swift, deux personnes sans doute les plus connues en ce moment au monde. Que nous disent, selon vous, les soutiens apportés par l'un et par l'autre à ces deux candidats, Kamala Harris et Donald Trump? Ce qui est intéressant dans ce soutien-là, c'est deux personnes qui ont beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Elon Musk, il a effectivement, c'est le chef de X, il a des sociétés SpaceX, etc. Donc on le reconnaît, c'est un entrepreneur, quelque chose qui plaît aux Américains en général. C'est un milliardaire parmi les hommes les plus riches du monde. Et puis Taylor Swift, c'est une femme de la campagne qui a fait sa carrière dans la musique, qui est aussi milliardaire, paraît-il, grâce à sa musique justement. Sa photo sur Instagram avec le chat, qui est une réponse au colistier. Tout à fait. Et donc, elle incarne une autre forme de pouvoir. Elle est peut-être une figure plus consensuelle aux États-Unis qu'Elon Musk, qui attire beaucoup de rancœur partisane avec ses idées qui virent de plus en plus à droite. Donc, ce n'est pas une personnalité qui est unanimement appréciée aux États-Unis, peut-être moins que Taylor Swift. Mais en tout cas, ça va montrer la puissance des acteurs qui ont une influence très, très forte sur leur communauté, qui ont un rôle surdimensionné par rapport à d'autres élections présidentielles. Il y a aussi la question du capital culturel, c'est-à-dire que qui sont les soutiens, et ça nous dit qui vous êtes d'une certaine manière, avec la communauté artistique aux États-Unis qui soutiennent notamment Kamala Harris et d'autres secteurs de la société qui peuvent soutenir un peu plus Trump. Mais en tout cas, la juxtaposition de ces deux soutiens de poids montre en effet que ces influenceurs de l'extérieur deviennent de plus en plus importants aussi. Ces dernières années, il y a aussi le mouvement Black Lives Matter, notamment pour lutter contre le racisme envers les minorités aux États-Unis. C'était après la mort de George Floyd, écrasé par un genou, qui avait étouffé, qui avait d'ailleurs dit « je ne peux pas respirer ». Est-ce qu'aujourd'hui, les Américains peuvent se réconcilier, ou est-ce que vous dites qu'il y a un point de non-retour? Parce que vous parlez d'espoir aussi dans votre livre. Le rêve américain n'est pas mort? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est fondamentalement en crise. Je pense qu'il est beaucoup sous tension. Le rêve américain, il peut se porter aussi bien que se porte l'américain ordinaire. Et l'américain ordinaire se porte de moins en moins bien. Malgré ses efforts, malgré son travail, il fait face à une confluence de circonstances qui empêche sa pleine réussite pour de nombreuses personnes entre elles. Et donc, en effet, je parle beaucoup de la jeunesse dans ce livre comme source d'espoir. Il ne suffit pas que de la jeunesse pour renouveler un pays. Il faut un peu toutes les forces nécessaires. Mais en effet, ce n'est qu'en se préoccupant de ces problèmes de fond qu'on peut réussir à s'en sortir par le haut, je pense. Alors là, vous allez me dire oui ou non, parce qu'il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous sentez que petit à petit, il y a une américanisation
de la vie politique française et de ce clivage? Est-ce que vous diriez qu'il y a deux France qui commencent à se faire face comme on le voit aux États-Unis? À lire les actualités, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ce phénomène qui s'installe en France. Merci beaucoup, Amy Green. L'Amérique face à ses fractures. Que reste-t-il du rêve américain? Un livre passionnant, publié aux éditions Talandier dans la collection Essai. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.